Bonsoir, mesdames et messieurs. Merci pour votre présence. On va commencer la réunion publique du Conseil de quartier Alray Procession aujourd'hui avec 3 sujets. Comment fonctionnent les services de la voirie dans un environnement, notamment le nôtre. On aura pour ça et pour répondre à vos questions Claudie Soliman, directrice de la voirie du 15e arrondissement. Merci pour sa présence. Ensuite, on aura l'information sur les sujets retenus au budget participatif, avec comme intervenant Mathieu Luineau, qui est à ma gauche, adjoint au maire chargé de la démocratie participative et du budget participatif. Merci pour ta présence. Et enfin, on fera un point sur le retour de la marche exploratrice effectuée le 18 mai qu'on avait initiée au précédent conseil de quartier, notamment concernant la végétalisation de spots possibles dans le quartier et la mise en place de Trilib, donc de déchets alimentaires qui seront bientôt mis en place par la mairie de façon obligatoire. Voilà. On commence. Madame Soliman, je vous laisse commencer. Je ne sais pas si vous avez un micro. Et est-ce qu'il fonctionne? Oui, il fonctionne, super. Donc bonjour, je suis Claudie Soliman, je suis la chef de la subdivision travaux du 15e arrondissement. Et en fait, mon service a en charge tout ce qui est, on va dire, occupation du domaine public. Il va donner les autorisations pour que les emprises puissent avoir, pour que les chantiers, puissent avoir une emprise pour travailler à l'intérieur. Alors, tout ce qui est benne, tout ce qui est levage. Et puis, on a aussi en charge l'entretien de la voirie, ce soit des petites réparations ou des réparations plus grandes. Non, les poubelles, c'est pas moi. Voilà. Donc, en fait, je suis un peu désolée parce que du coup, je ne savais pas exactement quel était l'objet de la réunion. Donc, j'ai commencé à préparer des petits trucs pour vous présenter un petit peu comment on fonctionne. J'espère que du coup, ça va vous... Voilà. Alors... je voulais faire ça. Voilà. Donc du coup, j'ai partie de la direction de la voirie et à des déplacements. Vous m'entendez pas? Vous me voyez pas? Le tableau, je peux pas grand-chose. Super, merci beaucoup. Donc, la voirie, la direction de la voirie et déplacement. En fait, il y a pas mal de services. Je voulais juste vous présenter rapidement les services. Voilà. Donc, il y a plusieurs services. En fait, c'est une direction en centrale. Et on a aussi une partie qui est localisée par arrondissement. La partie en centrale, on a des services qui, par exemple, s'occupent de tout ce qui est éclairage public, un service qui va s'occuper de tout ce qui est fonctionnement des feux de circulation, un service qui s'appelle l'IGC qui va s'occuper de tout ce qui est carrière, le fond, en dessous la voirie. Et on a aussi des services qui s'occupent des canaux, par exemple, parce que tous les canaux appartiennent à Paris. Et on a le service, par exemple, de la mission vélo, que vous devez un peu connaître, qui crée des pistes de vélo un peu partout. Voilà. Moi, ça me va. Exactement. Donc, moi, je fais partie de la... que je trouve... je ne me retrouve plus. Ah si, voilà. Moi, je suis à la délégation au territoire. Et donc... à chaque arrondissement va correspondre une section. Moi, je fais partie de la section sud-ouest. Ça correspond aux arrondissements du 16e et du 15e arrondissement. On a une subdivision qui permet de prendre tous les arrêtés. On a une subdivision qui fait tous les projets des 2 arrondissements. Et on a une subdivision travaux, donc du 15e et du 16e. Donc moi, je m'occupe du 16e. On a une équipe de 8 chargés de secteur. Donc le 15e arrondissement est découpé encore en 8 petits secteurs.
Et chaque secteur a son secteur en charge, et c'est lui qui va instruire tout ce qui est demande d'occupation du domaine public, toutes les autorisations qu'il a données, c'est lui qui va inscrire ces dossiers. Donc, je vous disais que nous, outre les autorisations d'occuper le domaine public, on fait aussi quelques travaux. On s'occupe principalement de la mise en la réfection en fait, de la voirie. Alors, comme je disais, c'est soit des tout petits travaux, comme il y a un nid de poule, ou un potelet à redresser, ou une barrière à mettre en place, ou de très gros travaux, comme une rue aux écoles. Ouvrir une école ? Ah non, j'avais pas. Non, c'est pas grave. C'est vrai, très organisé. En fait, moi, je ne sais pas si du coup ça vous intéresse, j'avais apporté quelques photos de réalisation. Si ça vous intéresse ou pas, faut me dire. Oui, nous, on veut des photos. Pardon, oui. Des photos. Allons-y. S'il vous plaît. Même si, oui, pardon. Oui. Je pense, certes, donc les réalisations sur la voirie intéressent puisque ça impacte bien les usagers, mais l'idée c'était aussi de comprendre quelle était la coordination entre les différents services qui intervenaient sur des chantiers qui semblent a priori identiques et pourtant non coordonnés. En gros, on creuse un trou, on le rebouche et la semaine suivante on fait de même. Voilà. Et donc l'idée serait, et évidemment ça impacte la circulation des piétons, des cyclistes et autres donc usagers de la voirie. Voilà, donc l'idée c'était de savoir, on n'en doute pas, il y a certainement une coordination, mais parfois elle échappe à celui qui est dehors et qui est en but avec ces travaux qui semblent perpétuels. Ce n'est pas le cas, mais parfois c'est l'impression que cela peut donner. Je schématise, mais un peu, votre intervention était générée un peu par ce type de réflexion. Voilà. Ok. Alors, concernant les travaux, c'est souvent en fait des travaux, si vous voulez, pour la personne à l'extérieur, ce sont des travaux de voirie, donc des travaux de la ville de Paris. La plupart du temps, c'est des travaux de concessionnaires, c'est-à-dire que ce soit Enedis qui alimente en fait en électricité, Orange qui alimente en tout ce qui est Internet ou GRDF. Et en fait, sous le trottoir en fait est truffé de réseaux et ils sont les uns à côté des autres, à quelques centimètres l'un des autres. Et ce qui peut arriver, c'est qu'il peut y avoir une intervention qui est programmée, on va dire, pour l'un ou l'autre des concessionnaires. Et quelques temps après, il y a quelque chose qui n'est pas programmé, comme un claquage. Et du coup, le deuxième concessionnaire va ouvrir et il se trouve que c'est pas très loin du premier. La ville de Paris, depuis 2021, a engagé une politique qui s'appelle « Embellir votre quartier ». Et en fait, elle encourage, pendant la période de concertation auprès des riverains qui vont décider en fait, des projets d'aménagement, l'ensemble des concessionnaires à passer avant, à vérifier leur réseau et à faire en sorte qu'il n'y ait plus d'ouverture une fois que les travaux sont faits. Tout ce qui est en fait travaux, on va dire d'entretien, une fois qu'un aménagement a été réalisé, on interdit en fait la réouverture. En revanche, quand il s'agit d'un accident, on ne va pas interdire les gens d'avoir de l'électricité pendant des jours. Donc on est obligé de les laisser passer pour qu'ils puissent faire les travaux, quitte à ce qu'effectivement ils abîment un aménagement récent. L'idée, c'est effectivement de faire en sorte qu'on a en fait des réunions de coordination régulièrement tous les trimestres avec l'ensemble des concessionnaires de l'arrondissement. Et en fait, chacun va en fait indiquer où il compte travailler dans le trimestre suivant. Et donc, si un autre concessionnaire a aussi des travaux à faire dans la zone, ils en profitent pour faire les travaux l'un derrière l'autre. La durée des travaux est un petit peu plus longue, mais au moins les deux concessionnaires ont travaillé
et après, ils ne reviendront plus de sitôt, sauf claquage. Et puis, il y a aussi de plus en plus des raccordements. Donc, quand un nouveau bâtiment se crée, il y a un besoin d'électricité ou bien de GRDF ou bien de CPCU ou bien de froid. Et du coup, ça crée des travaux supplémentaires. Peut-être juste une petite question pour peut-être d'ordre un peu général. C'est-à-dire que la voirie à Paris est quand même, il y a beaucoup de kilomètres, il y a plus de 2000 kilomètres de voirie en tout. Dans l'arrondissement, ça représente aussi beaucoup de métrages. Il y a quand même on sait que les voiries, elles doivent être refaites relativement régulièrement. Alors après, ça dépend de la fréquentation. Il y a des voies qui sont plus abîmées que d'autres, mais grosso modo, ça va peut-être être, je sais pas, de 10 à 30 ans en fonction de si c'est une petite rue ou une avenue ultra passante. Il y a quand même un calendrier, une ébauche de calendrier qui permet de savoir que, par exemple, on a fait l'ouest de la rue d'Alray il n'y a pas très longtemps, la rue Platon encore plus récemment, de savoir quelles vont être les rues concernées dans le planning de la fin de la mandature. Est-ce que vous avez une idée de quelles rues vont être refaites ? En fait, on décide d'une année sur l'autre, en fait. On a effectivement des données sur l'état de la voirie. Et les chargés de secteur, justement, se baladent dans le quartier, font leur inspection de secteur. Et donc, ils peuvent détecter si la voirie commence à présenter des signes de fatigue ou pas. Ensuite, en fait, on remonte en fait, ces informations auprès de la mairie d'arrondissement. Et la mairie d'arrondissement priorise en fait, les voies qui vont être reprises l'année suivante. Okay. Après, c'est vrai que le fait de prévoir à l'avance permet de faciliter la canalisation pour regrouper les chantiers sur un même... mais bon, je comprends que c'est pas forcément le plus facile de prévoir ça aussi à l'avance. C'est pas forcément, effectivement, le plus facile de prévoir ça à l'avance. Visiblement, il y a des villes qui font comme ça et bon, ça se passe pas forcément très mal. Par contre, sur l'autre point, c'est que la loi d'orientation des mobilités oblige à respecter certaines règles maintenant. Depuis pas mal de temps, c'est appliqué par les services et les prestataires de la ville, et plutôt dans le cadre de ces réflexions, justement. C'est logique, hein, on en profite quand on fait la réflexion pour mettre aux normes. Quand on fait un aménagement, on profite pour mettre aux normes. Seulement, la date limite approche, et donc je voulais savoir s'il y avait un programme particulier pour essayer de se mettre en conformité avec la loi en temps et en heure, même pour les rues qui n'ont pas été refaites entièrement d'ici là. Oui, bien sûr. En fait, effectivement, quand on fait un aménagement, on en profite pour mettre aux normes, que ce soit les passages piétons, on rajoute donc des zones de visibilité pour que les piétons soient mieux vus par les véhicules. On met à jour tout ce qui est doctrine au niveau du marquage au sol, parce qu'il y a des petits changements qui interviennent au cours du temps. Tout ce qui est panneau, on le met aussi à jour. Mais de toute façon, on a effectivement ce programme de loi LOM à mettre en œuvre, même des endroits où on n'a pas fait de travaux. Donc ça, c'est quelque chose qui est dans notre calendrier. On a pas mal de choses. Donc on va profiter des JO et du fait que tous les travaux de voirie sont arrêtés pour ponctuellement rajouter les airsoft vélos qui manquent au niveau des passages piétons, de manière à améliorer la visibilité. Juste, pour revenir sur la gestion, l'anticipation, vous parliez d'un point trimestriel. Peut-être que les concessions ont une vision quand même sur l'année et qu'on pourrait peut-être envisager plutôt sur l'année, de manière à ce que, vous voyez, pas le premier trimestre et le troisième trimestre sur une même zone. C'est peut-être trop court le planning sur un trimestre. Peut-être qu'il faut, de manière à ce que ça ne se chevauche pas. Vous voyez. Oui. On fait une grande réunion annuelle. Ouais. Donc on a les grands programmes. Ouais. Et ensuite on réaffine. On réaffine en fait au niveau des réunions trimestrielles. Parce qu'en fait, le programme, parfois, souvent, n'est pas tout à fait respecté en termes de disponibilité des équipes, en termes de est-ce que le projet est suffisamment avancé pour être lancé. Donc ils ont de grandes idées en fait. Ils ont une grande idée des différents travaux qu'ils ont à faire. Ils me disent que c'est par exemple le trimestre 1, mais parfois finalement les travaux sont glissés au trimestre 2.
Donc c'est pour ça qu'en fait de les revoir ensuite par trimestre, ça permet de recaler Ouais, ouais. et de revoir où est-ce qu'ils en sont dans leur calendrier, s'ils respectent toujours la date ou s'ils peuvent décaler par rapport à ce qui avait été annoncé au départ. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous donner une idée de... Alors, qui finance en fait la remise en état et le budget consacré par la mairie pour la voirie en fait? Alors, en valeur absolue et relative, ouais, bien sûr. bien sûr. Quand il s'agit des travaux concessionnaires, les concessionnaires refont à l'identique. C'est eux qui ouvrent, voilà, qui font passer leur réseau, qui réfectionnent la fouille et qui remettent le trottoir tel qu'il était avant. Pour ce qui est des travaux d'aménagement de l'arrondissement, on va dire, on a à peu près 1,8 million par an pour refaire la voirie, enfin pour faire des rues. Et là, cette année, on a 4 rues à refaire. Voilà. Alors, on a l'avenue de la Motte Piquet, on est en train de travailler là actuellement. On a l'avenue de Misola, on a 2 morceaux sur l'avenue de Misola. Et puis on a aussi des travaux sur le boulevard Victor. La rue Lacroix-Hiver, non, mais on a un autre service à la DVD qui s'appelle SAGP, Service des grands projets. Et donc eux, ils ont effectivement prévu de faire une piste cyclable. Voilà. Et donc, à l'occasion de la piste cyclable, ils vont aussi reprendre la chaussée, végétaliser, etc., etc. Donc ça ne fait pas partie du montant que je vous ai indiqué tout à l'heure. C'est un projet à part. C'est vrai que le budget de 1,8 million, ce qu'il faut voir, parce que c'est vrai que quand on donne ce chiffre-là, on se dit c'est beaucoup. Mais en fait, il faut voir combien coûte la réfection d'un petit tronçon de rue, combien ça coûte, parce que je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais c'est vrai que maintenant, quand on défonce la chaussée pour la refaire systématiquement, il y a de l'amiante en dessous. Donc ça demande plus de temps parce qu'il faut désamianter avant de pouvoir refaire. Et ensuite, simplement, ils pourront refaire. Donc il y a le coût et le temps pour tout ça. Donc je ne sais pas si vous avez en tête... C'est exactement pour ça. Effectivement, dans le 15e, il y a énormément de chaussées qui contiennent de l'amiante, qu'on ne peut pas enlever comme ça, qu'il faut en fait pouvoir enlever avec des mesures très spécifiques. Et ensuite, les produits sont stockés, enfin sont mis en décharge dans des décharges spécialisées. Et tout ça coûte très cher, bien plus cher que simplement refaire un trottoir ou une chaussée dans d'autres arrondissements, en fait. Non, justement. Est-ce que vous pourriez nous parler de la réfection de la place Falguière, s'il vous plaît? Dans le quartier. Oui, je sais. Alors, la place Falguière. Donc, il y a eu les émeutes au mois de juin, avec un certain nombre de poubelles qui ont été brûlées sur la chaussée. Mais par ailleurs, c'est pas une place qui est en très très bon état, on va se le dire. Elle est pas dans un état. Voilà, tout à fait. Voilà, donc du coup, on a un vrai sujet de budget parce qu'en fait, on a regardé et ça coûterait dans les de mémoire 600 000 € rien que pour reprendre la chaussée, même pas en faisant d'aménagement, simplement en refaisant l'identique, parce qu'il va falloir en fait décrouter toute l'enrobée qui est amiantée, reprendre les endroits qui ont été brûlés, mais ça finalement c'est pas grand chose, et puis ensuite refaire les enrobés, le marquage au sol, etc., etc. Et donc, en fait, on est en train de rechercher des budgets. On avait vu avec la mairie pour l'inscrire pour l'année prochaine. Mais bon, après, c'est un peu plus pressé que l'année prochaine. Donc, on est en train de regarder pour programmer ne serait-ce que quelques travaux au niveau du passage piéton côté Falguière qui n'est pas amianté. On pourrait au moins essayer de faire ça avant JO. Mais c'est pareil, c'est demain, quoi. Et c'est compliqué à programmer. Et en fait, reprendre le reste un peu plus tard. Donc, je vous disais tout à l'heure, les travaux de voirie sont censés s'arrêter pendant les JO. Il y a quand même des dérogations. Il y a quand même la possibilité de faire quelques petits travaux.
Nous, on espère pouvoir faire ça un peu plus tranquillement pendant les JO si ça gêne personne et si personne nous dit ne le faites pas. Je me permets juste de vous poser la question parce que quand on en a discuté avec mon collègue Jean-Yves Pinet, il était question que les travaux commencent là, au 15 juin. C'est ça. En fait, on va commencer à faire quelque chose pour avant les JO. Oui, mais c'est pas garanti qu'on réussisse à faire l'ensemble de la voie, la place avant les JO. Donc, on va effectivement faire des choses de manière à rendre quelque chose de plus fonctionnel et à faire en sorte que ça avance un petit peu, quoi. Oui, pardon, excusez-moi. Ce que je voulais dire par là, c'était que j'avais, de l'information que M. Pinet nous avait donnée, on avait quand même le sentiment que les budgets avaient été débloqués pour refaire cette place et que c'était plus un problème de budget là, mais un problème de temps. Oui, enfin, il y a un peu des deux quand même. D'accord. Oui. Mais effectivement, enfin, s'il s'agit d'un sujet politique, on finit toujours par trouver le budget qui va avec. Mais effectivement, on est vraiment serré par les JO. On a beaucoup de travaux à finir avant les JO. Et donc, effectivement, c'est dur de rajouter des travaux en plus dans le calendrier qui nous est imposé. C'est quoi la contrainte? C'est quoi la date maximale, finalement, par rapport aux JO sur lesquels vous pouvez intervenir? Alors, la préfecture, en gros, c'est 30 juin. 30 juin pour tout libérer avant le début des JO. Et madame, oui, c'est ça. Juste par rapport à la pause estivale pendant les JO, sur lesquels il y a peut-être une opportunité de faire des petits travaux moins invasifs, est-ce que ça vous intéresse d'avoir une liste des points qui seraient à traiter pour la partie L'Homme, par exemple, dans le quartier, pour en profiter, pour essayer de mettre en sécurité certains passages qui aujourd'hui restent Vous voulez dire des passages qui sont occupés. Particulièrement... Des places qui sont au ras du passage piéton, où il y a clairement on a des gros problèmes. On a que ce soit Falguière, que ce soit Castagnary-Falguière ou que ce soit Docteur Roux Dutot et plus loin Brancion, le 30 est absolument pas respecté et les priorités à droite font un minimum ralentir les voitures. En revanche, les passages piétons, ça leur fait ni chaud ni froid. Donc le fait de mettre les piétons en visibilité serait peut-être un petit gain appréciable. Oui, c'est ce qu'on a. Enfin, en tout cas, dans notre calendrier de travaux. Donc, on avait les travaux avant JO qui sont gigantesques, les travaux après JO. Et effectivement, la loi L'Homme a commencé pendant cet été. A priori, on n'a pas de contre-indication, comme quoi on n'aurait pas le droit de faire ça. Donc, nous, on avait dans l'idée de faire tout ce qui est loi L'Homme. Et on avait quelques doubles sens cyclables à faire dans le premier quartier EVQ. Loi L'Homme, en fait, c'est le fait d'avoir un espace de visibilité au niveau des passages piétons. Donc, en général, on enlève une place de stationnement et on rajoute à la place des sarceaux vélos. Comme ça, ça occupe l'espace. Et les vélos sont plus bas et ils n'empêchent pas la visibilité des piétons quand une voiture arrive. Ok, j'aurais une question. Ça ne vous concerne pas du tout, les dépôts sauvages sur la voirie? Non. Ok. On va peut-être laisser madame, si on peut lui donner un micro, s'il vous plaît. Bonjour, merci. Bonjour, je suis Madame Lamontagne, j'habite au 48 rue Bargue. En face, nous avons l'immense chantier du conservatoire. L'emprise du chantier arrive maintenant jusqu'à l'extrême limite du trottoir. Ça veut dire qu'il n'y a plus aucun passage piéton possible sur le trottoir. Cette emprise a lieu à la sortie de l'immeuble du 47 et descend dans tout le secteur. C'est la sécurité des piétons là, qui est en cause parce que j'ai pu constater, sans bouger de mon appartement, que les enfants qui sortent des écoles descendent en courant la rue Platon. Ils se trouvent confrontés à une impossibilité de passer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils courent sur la rue. Une voiture monte, ils ne la voient pas, parce qu'il y a des panneaux qui empêchent la visibilité de ce qui monte sur la rue Bargue. Et tout à l'heure, j'ai vu un bambin qui était haut comme ça, qui est parti en traversant entre les scooters.
Donc, je demande s'il est possible de faire au moins une réserve, un petit passage pour que les piétons soient sécurisés. Oui, moi je vais regarder ça. Parce que c'est vrai qu'en général, quand il y a des emprises qui nécessitent de prendre tout le trottoir ou que le trottoir est du coup vraiment trop petit pour faire passer les piétons. Ils ont cassé une partie du trottoir en retirant les murets. Je vais regarder, mais c'est vrai qu'en général, ce qu'on leur demande de faire, c'est de créer un passage sur la chaussée à côté de l'emprise, parce qu'on sait bien que les piétons souvent ne suivent pas les passages piétons s'ils peuvent exister, et de manière à ce que les gens aient le moins de déviations à faire. Alors, ils ont bien mis les panneaux piétons. Oui. Avec une flèche qui part je ne sais pas où. En gros, il faut traverser de l'autre trottoir. Mais je vais regarder. La place est facilement trouvable parce qu'il y a du stationnement en épi juste de l'autre côté du trottoir. Donc la place, elle est facilement trouvable. Je vais regarder, effectivement. Mais ok, non, je regarderai. Comme ça, je vais vous dire oui, tout à fait. Par ailleurs, je vais continuer, puisque je ne sais pas si ça vous concerne, mais il y a plusieurs entreprises qui ont planté leur base de travaux sur la place Kandinsky. Oui. Certaines entreprises, en fin de journée ou en fin de semaine, lavent du matériel qui a servi à faire du béton, ne serait-ce que les immenses bétonnières. D'après vous, où partent les déchets eau plus béton? Dans l'évacuation au milieu de la place. Oui. On se retrouve avec une piscine. Oui, mais normalement, ne devrait pas faire ça. Bah oui, mais alors c'est une autre entreprise parce que je ne savais pas qui était responsable. J'en ai parlé au premier qui m'est tombé sous la main, qui a dû téléphoner à la mairie pour nous dire qu'il fallait que ce soit siphonné et peut-être nettoyé parce qu'eux-mêmes étaient les pieds dans l'eau quand ils sortaient de leur cabane de chantier. Ils n'ont pas le droit de déverser de l'eau sur la voirie. Ils doivent garder leurs eaux chez eux. Dans leur emprise. Tout le milieu de la place était totalement inondé. J'ai demandé si vous voulez mettre une piscine ou des poissons rouges. Ça aurait pu être... Non, ils ont pas le droit de faire ça. Okay. On peut les rappeler à l'ordre. Non, tout à fait. Merci. Je vous en prie. Il y avait là, madame, au fond, s'il vous plaît. Oui, vous avez parlé des chantiers tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez insister, quand il y a des chantiers, lors de la séance de la réunion au départ, de réunion de travail, que lorsqu'il y a des travaux, il y a bien une déviation piéton, mais souvent ils ne font rien pour les PMR, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan incliné, il n'y a rien du tout. Donc, est-ce que ça pourrait vraiment être de surveiller de très près et d'insister lourdement? Et souvent, quand on leur demande, ils nous disent « mais oui, mais les piétons sont prévus ». C'est vrai que dans le guide du CEREMA, c'est marqué que le piéton englobe le fauteuil roulant, le PMR. Mais les ouvriers ne le savent pas forcément. Donc, est-ce que lors de la réunion de chantier au départ, on pourrait vraiment insister là-dessus? Oui, mais normalement, oui. Normalement, ils sont censés... Enfin, si le trottoir, on oblige en fait les piétons à descendre sur la chaussée pour une raison quelconque, il y a des travaux, etc. On doit effectivement leur faire un petit plan incliné pour qu'ils puissent descendre tranquillement sur la chaussée. Et pareil de l'autre côté. Normalement, oui. Voilà. Et là, tout à l'heure, vous avez dit, lorsque vous faisiez un chantier, vous faisiez tout, y compris la chaussée, y compris le carrefour. Ça dépend en fait du type de chantier. On peut faire que un trottoir, que sur une partie du trottoir. On peut faire que la chaussée. On peut faire le tout. D'accord. Alors, je prends un exemple très concret, rue de la Rosière qui vient d'être finie. D'un côté, du côté de la rue de l'Église, vous n'avez pas de trottoir. En fait, le trottoir est pris uniquement par la bande podotactile. C'est-à-dire que le fauteuil roulant, c'est très embêtant pour lui parce que le plan est incliné et il y a la bande podotactile. Et alors qu'en face, il y a bien eu une avancée du trottoir. Et pire, de l'autre côté, du côté de la rue des Entrepreneurs, il y a bien eu un abaissement de trottoir d'un côté, mais absolument pas de l'autre côté, devant le restaurant gastronomie iranienne. La dénivellation est de plus de 10 cm. Donc, est-ce qu'il y a une raison pourquoi il y a eu l'abaissement de trottoir d'un côté et pas de l'autre côté? Je pensais que quand on faisait un carrefour, tout le carrefour était PMR. Oui, alors pour côté rue d'Entrepreneurs, je ne saurais pas vous dire. Par contre, pour la rue de la Rosière, en fait, au moment où a été décidé le projet, je n'étais pas là à l'époque, il a été décidé de ne pas toucher au trottoir, au petit trottoir qui est côté, pas côté résidence, mais côté bâtiment, de manière à maintenir du stationnement.
Donc voilà. Après, pour l'ABC de trottoir sur côté entrepreneur, je peux regarder. Voir pourquoi est-ce il y en a qu'un côté et pas de l'autre. Ça, franchement, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas, le petit trottoir côté Rosière, c'est prévu comme ça dans les plans. Oui, c'est effectivement, vous avez un stationnement vélo et après vous avez les voitures. Et oui. Si vous aviez fait une avancée trottoir, effectivement, il y aurait le stationnement vélo maintenant que l'on met systématiquement et ça aurait supprimé une voiture. Donc le stationnement d'une voiture. Donc là, effectivement, apoplexie générale. Mais est-ce que la mairie de Paris a un contrôle, peut regarder un peu ce qui se passe dans le 15e concernant tous les chantiers, les travaux? Est-ce qu'elle a un droit de regard? Et je sais on a parlé d'une enveloppe de souplesse budgétaire. Est-ce que cette enveloppe budgétaire, la mairie de Paris demande un pourcentage qui soit alloué pour la chaussée ou pour les trottoirs? Et est-ce qu'elle regarde aussi? Merci. Alors, pour ce qui est de l'enveloppe budgétaire, je ne saurais pas vous dire. Est-ce que on va dire en centrale, ils ont un regard sur tout ce qui est accessibilité? Oui. Après, ce projet-là, me semble-t-il, c'est un projet un peu ancien. Alors, ancien, on s'entend, mais effectivement, peut-être qu'à ce moment-là, ces sujets-là n'ont pas été abordés. En tout cas, je ne sais pas exactement comment a été concerté le projet. Mais en tout cas, ce qu'on a réalisé, c'est conforme à ce qui avait été décidé. Pardon ? Décidé par qui ? En fait, ça fait partie de la démarche Embellir votre quartier. Il y a eu des concertations avec les riverains sur les projets à mener. Et me semble-t-il, c'était ce projet-là qui a été décidé par les riverains. Oui, j'entends bien, mais excusez-moi d'insister, c'est un abaissement de trottoir. Non, pour ce qui est, je vous ai dit, pour entrepreneur, je vais regarder. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'effectivement, il n'y a pas d'ABC des deux côtés. En général, il y a les deux côtés. Après, il peut aussi y avoir des oublis ou des erreurs, mais je vais vérifier pour ça. Ce que je vous dis juste, c'est pour la Rosière, et uniquement pour la Rosière, le projet qu'on a mené, c'est ce qui avait été décidé. D'accord, mais il est très bien. Merci. Sur le Carrefour. Merci. Merci. J'ai juste une petite remarque, demande concernant les réfections. Quand on refait les ralentisseurs, comme ça a été le cas rue d'Alleray, à l'ouest, là, à l'arrivée de entre la place d'Alleray et la place Falguière, il y a eu un oubli qui a l'air d'être assez fréquent à Paris, et pas que dans le 15e, je vous rassure. C'est le marquage, les 3 flèches blanches qui signalent le ralentisseur, qui est plutôt un coussin berlinois en l'occurrence, et fait que dans un sens et pas dans l'autre. Or, il y a de la circulation dans les deux sens, qui est les vélos. Et en fait, la nuit, cette rue-là, d'ailleurs, a eu pas mal de problèmes d'éclairage, ce qui fait que sans éclairage et sans signalement, on est parfois surpris quand on circule en double sens cyclable par ces ralentisseurs qui ne sont pas signalés. Oui. Voilà. En fait, je pense que, quand on a commencé à mettre en place, moi je parle là en général, les coussins berlinois, le double sens cyclable n'était pas pris en compte. Oui, mais pas là, ça a été refait il y a 2 ans. Et en fait, c'est inverse. C'est-à-dire qu'en fait, à l'endroit qui n'a pas été refait, il y a la signalisation dans les deux sens, au niveau de la médiathèque Yourcenar, par exemple. Mais dans la partie qui a été refaite, quand ça a été refait, ça n'a été remarqué que dans un sens. Ok. Je le note et je le fais faire parce qu'effectivement, c'est nécessaire. J'ai une question encore. Je voulais savoir, est-ce que vous avez un droit de regard pour les travaux qui se font et qui monopolisent, les entreprises de travaux qui se permettent de fermer la circulation sans accord de la mairie. Par exemple, récemment, c'était je crois dimanche 26 mai, on a eu des travaux le samedi et le dimanche au-dessus de l'OFI, sur le toit. Et donc les riverains du 48 rue Bargue, qui subissaient déjà des travaux toute la semaine en bas de chez eux, côté procession, plus côté Bargue, 47 rue Bargue, etc., ont dû subir le samedi toute la journée et le dimanche toute la journée des bruits de perceuses, de coups de marteau, d'engueulades de garçons sur les chantiers. Et moi, je me faisais livrer quelque chose, le dimanche. Et c'est passé à la trappe parce que je ne comprenais pas. Mais en fait, en arrivant dans la rue, j'ai compris. Rien que pour ce préfabriqué qui a été mis sur le toit de l'OFI. Donc, non, je parle pas du local vélo. Je parle du préfabriqué sur le toit de l'OFI. En fait, c'est un... Je ne sais pas si on a été averti. Moi, j'ai pas vu les affiches dans la rue. En tout cas, je voulais. Non, mais c'est pas parce que vous êtes averti que c'est légal. Moi, j'ai appelé la.
Moi, la mairie m'a dit que non. La police On m'a va dit vous non. répondre. Alors, En fait, laissez répondre la personne. En fait, alors je ne sais pas si on parle exactement de la même chose, mais je sais qu'il y a eu un levage à cette adresse-là. Un levage? Oui, un levage, en fait, c'est souvent quand ils ont besoin de monter quelque chose en hauteur. Une grue? Voilà, une grue. Souvent, c'est pour un groupe électrogène ou une clim ou les antennes télécom. Et la préfecture de police, pour des questions de circulation, n'autorise les levages que le dimanche. D'accord. Donc, ils n'ont pas le choix de faire un autre jour que le dimanche. D'accord. Et effectivement, quand ils font ça, ils ferment la circulation dans le tronçon qui est concerné, parce qu'en fait, ils prennent toute la place sur la chaussée avec leur engin. Et une fois qu'ils sont installés, ils ne vont pas pouvoir se déplacer s'il y a un véhicule qui arrive. D'accord. Bon, après, les travaux qui ont eu lieu le samedi, c'est-à-dire qu'on s'est tapé des travaux non-stop avec de la nuisance non-stop, ça ne vous concerne plus puisqu'il n'y a pas eu de blocage de circulation le samedi. Mais par contre, voilà, de 8 heures du matin. Il y a quand même des règles à respecter en termes de nuisance et de jours de travail. Ouais. Ils travaillent le dimanche, mais ils demandent une dérogation pour pouvoir travailler le dimanche. Moi, la police que j'ai appelée, puisque donc, voilà, tout le monde me disait mais on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donc, m'a dit non, il n'y a pas de dérogation, il n'y a rien, ils ne devraient pas travailler, tout simplement. Voilà, c'est ça. Voilà. Oui, j'avais encore une petite question, si vous avez l'information. Nous avons présenté l'année dernière en conseil de quartier les futurs travaux de la rue Saint-Amand. Ah, voilà, vous étiez là aussi. On a présenté, en fait, il devait y avoir alors un petit tronçon, c'était pas très grand, mais un petit tronçon de la rue qui devait être repris. Et a priori, ça va être un petit peu retardé. Est-ce que vous auriez des informations sur ce petit tronçon? Alors, Saint-Amand-la-Brousse? Oui. Alors, en fait, Saint-Amand-la-Brousse, on a 2 projets qu'on voudrait pouvoir réaliser dans la foulée. On a un passage piéton à reprendre. C'est de ça dont il s'agit? Ouais. Et on a un carrefour qui est un peu large, un peu difficile à traverser, qu'on voudrait aussi agrandir. On avait envisagé de faire ça avant JO, mais on n'a pas pu avoir les équipes nécessaires. Donc, on l'envisage plutôt après JO. Voilà. Après, si vous voulez, quand j'aurai les dates arrêtées, je peux communiquer là-dessus. Mais, ouais. Oui, parce qu'en fait, on aime bien faire un petit suivi. C'est vrai, quand on présente quelque chose en conseil de quartier, on aime bien ensuite pouvoir faire le suivi de cette présentation et pouvoir expliquer où ça en est. Donc là, c'est vrai que ça fait déjà 1 an qu'on avait présenté, et puis c'était très abouti. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des visuels, on avait vraiment beaucoup d'idées autour de ce qui allait être fait. Et puis là, j'ai compris que c'était à l'arrêt qu'il y avait une reprise, une réflexion autour de comment le projet allait être repris. Donc c'est vrai que dès que vous avez de l'information, surtout n'hésitez pas à nous le transmettre, qu'on puisse le communiquer nous aussi auprès des habitants. Bien sûr. On vous remercie beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie. Je vous propose de passer au second sujet. Donc l'information sur les projets retenus au budget participatif. Et je vais passer le micro à Mathieu Luineau. Bien, bonsoir à tous. Donc, je vais vous faire un petit point sur les différents projets donc, qui vont être proposés au vote pour le budget participatif, puisqu'on a tenu avec le maire la semaine dernière une réunion qu'on appelle, c'est la commission ad hoc qui permet d'arrêter en fait la liste définitive des projets qu'on soumet au vote au mois de septembre. Donc, elle s'est tenue vendredi dernier, et donc cette réunion, c'était en fait l'aboutissement d'un processus qui a débuté au mois de février, puisque c'était la date limite de dépôt des projets au budget participatif. D'ailleurs, le 15e arrondissement a été plutôt actif dans cette édition 2024, puisqu'il y a quelques arrondissements qui ont eu moins de projets déposés que d'habitude, mais le 15e a eu un peu plus de projets que l'année précédente, donc c'est toujours un point positif. Après cette deadline du 5 février,
On a, entre le 5 février et le 10 mai, eu une première phase qui était une étape un petit peu de filtrage de la faisabilité des projets par les services techniques de la ville de Paris, donc qui a été étudiée en mairie, dans les services centraux de la ville, ce qui a permis en fait de passer à peu près 126 projets déposés dans le 15e à une pré-liste de 45 projets. Et c'est cette liste de 45 projets qui a été étudiée donc, avec les services du 15e le 31 mai dernier, donc vendredi dernier. Et cette commission-là nous a permis d'arrêter une vingtaine de projets qui seront soumis au vote donc à partir du mois de septembre. On vous affiche ici les dates, donc entre le 5 et le 24 septembre prochain. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un petit délai entre le 10 mai et le 31 mai? En fait, c'est tout simplement parce que ces commissions-là, on doit les tenir dans chaque arrondissement. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps pour se balader dans tous les arrondissements de Paris. Alors je vais rapidement passer sur les différents projets qui ont été retenus pour le 15e. Et avant ça, je vais juste vous rappeler un petit peu les chiffres que ça représente. Donc cette année, ça représente à peu près 7 200 000 euros d'investissement donc, sur l'année 2024 qui seront réalisés dans le 15e, une fois qu'on aura procédé au vote des projets. Alors c'est un chiffre qui est important pour nous parce qu'en fonction des années, ça peut représenter plus de 50% de notre capacité d'investissement, qui en général oscille autour de 12 millions d'euros. Donc ça représente 50% en plus. Donc c'est toujours important pour nous dans notre capacité aussi à investir dans les infrastructures de l'arrondissement et donc la réalisation de projets qui sont choisis par les riverains. Cette année, on a une bonification, je dirais, de près de 600 000 euros qui nous vient du fait qu'on a des nouveaux quartiers dans le 15e qui sont classés quartiers politiques de la ville, puisque vous le savez, c'est une demande de classement qui a été faite depuis plusieurs années par le maire et qui arrive donc cette année, qui nous a permis, c'est un des avantages, de bénéficier aussi de cette bonification de 600 000 euros. C'est pas totalement négligeable, encore une fois, pour réaliser des investissements dans l'arrondissement et dans le quartier. Et parmi cette enveloppe totale de 7,2 millions, il y a environ 2 300 000 euros qui sont fléchés spécifiquement donc, sur ce qu'on appelait auparavant les quartiers populaires et ce qui seront aujourd'hui les QPV dans le 15e. Si on regarde rapidement les projets, alors évidemment, tous les projets ne concernent pas directement votre quartier. Vous verrez quand ils sont surlignés en jaune, ça veut dire qu'ils concernent plus particulièrement ce secteur. Mais on a deux grands projets scolaires dans le 15e. Le premier, c'est un budget à 2 millions d'euros, qui en fait concerne une réhabilitation des différents écoles du 15e, notamment en fait la mise aux normes du plan climat pour permettre d'améliorer notamment la respiration des bâtiments scolaires en période de chaleur, donc en faire en fait des îlots de fraîcheur. C'est important notamment pour les conditions d'études des écoliers, et c'est une adaptation au niveau des exigences climatiques que subit la ville. Donc un premier gros projet à 2 millions d'euros. Ensuite, un projet un peu plus petit, 35 000 euros, mais qui vise cette fois-ci à sensibiliser les écoliers aux nouveaux modes d'agriculture urbaine, notamment, puisque c'est l'implantation d'une serre aquaponique, donc un peu plus loin dans l'arrondissement, au niveau du groupe scolaire Boursion. On a déjà un projet semblable dans une autre école de l'arrondissement, mais ici, ça vise tout simplement à renouveler, on va dire, l'expérience de cette je dirais, agriculture pédagogique pour les plus jeunes. Ensuite, des projets espaces verts qui sont chaque année assez nombreux, avec ici donc un projet qui concerne tout le 15e, qui consiste à la gestion et l'installation là où il y a des bacs à sable, donc de coffres à jouets pour les parents qui viennent jouer avec leurs enfants dans les différents coins bacs à sable de l'arrondissement. Donc ce sera géré, si c'est voté, par une association donc qui met comme ça à disposition de parents qui n'ont pas forcément avec eux des jouets pour les enfants, pour qu'ils puissent se divertir dans ces espaces bacs à sable. On a ensuite des projets un peu plus conséquents en termes financiers, avec d'abord un projet d'installation donc d'un mobilier urbain. Donc c'est essentiellement des bancs dans les différents parcs du 15e arrondissement. Alors pour l'instant,
par le porteur de projet qui n'a pas forcément été fléché dans ce quartier précisément, mais un tel projet, s'il est voté, évidemment, on sera attentif par la suite aux éventuels besoins dans le quartier. On pourra recueillir les besoins des différents conseils de quartier. Et s'il y a un besoin particulier dans un parc et jardin du quartier à la réprocession, on pourra faire intégrer un de ces parcs et jardins dans l'enveloppe totale. De même qu'on a un projet, donc, cette fois-ci, qui est vraiment sectorisé sur la place Saint-Charles, qui concerne vraiment une valorisation ici, plus, on va dire, de végétalisation de la place et d'installation, pareil, de quelques équipements, dont des bancs. D'autres gros projets espaces verts avec le développement d'équipements de plein air dans les parcs du 15e. Alors ici, c'est des infrastructures de jeux notamment. Alors c'est table de ping-pong, c'est espace de pétanque, dans différents parcs du 15e. Là, c'est un des gros projets à 600 000 euros. Ça fait partie des projets assez conséquents. Il y a un projet de mise en accessibilité PMR au niveau du square Saint-Lambert, qui est là aussi un projet plus sectorisé. De même que, vous voyez, un certain nombre d'autres dispositifs. Alors, on a un projet de restauration d'une fontaine. Au début, le projet était plus ambitieux. Il visait à restaurer plusieurs fontaines. Mais les services nous ont expliqué que ça coûtait tellement cher que malheureusement, avec un budget de 200 000 euros, on restaure qu'une seule fontaine aujourd'hui. Donc, il faudra procéder par plusieurs phases si on a d'autres fontaines à restaurer dans l'arrondissement. Voilà. Et pareil, un projet qui vise à améliorer l'accueil des espaces dédiés aux chiens dans le 15e. Alors, ce n'est pas du tout la création d'un canipark, mais c'est juste l'amélioration, on va dire, de ce qui existe déjà. Les allées aux chiens, par exemple, il peut y en avoir à Brassens. Donc là, ça ne concerne pas forcément le canipark qui sera prochainement installé, mais c'est d'autres projets dans le 15e. Un projet ici aussi, propreté, donc avec des projets d'installation d'espaces Trilib, donc pour le stockage de déchets alimentaires, plutôt dans le secteur de Vaugirard, et aussi au niveau de Ballard, l'installation de poubelles de biodéchets. Donc là, on tâchera de trouver un espace qui ne gêne pas notamment la circulation à la fois piétonne et qu'on n'ait pas d'espace de parking à condamner. Donc on verra avec mon collègue Jean-Yves Pinet, on cherche l'endroit idéal si le projet est voté. On a un certain nombre de projets aussi culturels avec la bibliothèque André Chédid, où il y a un projet d'équipement en son et vidéo, de même que l'acquisition de nouveaux dispositifs, notamment de musique digitale pour le conservatoire du 15e, un projet assez conséquent, 120 000 euros, et la création aussi d'un espace numérique au CDL Brancion, donc toujours un petit peu plus loin, mais et un projet un peu plus modeste, 55 000 euros. En revanche, on a des projets beaucoup plus conséquents sur le plan financier, sur les infrastructures sportives. Alors, on a d'abord un projet d'amélioration, on va dire, de la couverture des cours de tennis au niveau du jardin de l'Atlantique, donc pas trop loin d'ici. Pardon ? Non, c'est pour tout le 15e. C'est pour tout le 15e. Oui. On n'est pas très loin. Cours de l'Atlantique, on n'est pas très loin non plus. Avec aussi des aires de fitness extérieures qui seront installées, donc toujours dans ce même projet-là, au niveau du boulevard Grenelle aussi, avec des équipements pour les enfants, pour les plus jeunes, parce que ça manque aussi dans nos espaces de sport en plein air. Un gros projet, c'est le plus gros projet qui sera déposé de continuation de l'amélioration du stade du gymnase Rigoulot, où on a un problème de gradins qui ne sont pas aux normes, donc on va refaire aux normes nouvelles pour accueillir notamment les différentes équipes, notamment de rugby qu'on a au niveau de ce gymnase-là, et aussi d'amélioration des infrastructures sportives à Suzanne-Langlaine, puisqu'on va notamment récupérer donc une partie suite à la demande du maire de l'héliport, et on va faire en sorte en tout cas que les infrastructures sportives présentes sur place soient aussi mises aux normes si ce projet est voté. On va avoir un budget proposé qui concernera l'installation de cuisines pédagogiques, on va dire, afin de développer des ateliers nutrition dans la maison
sport santé et au niveau du CDL Falguière. Donc l'objectif ici, c'est faire un petit peu de pédagogie alimentaire pour tout public, mais notamment pour les plus jeunes, pour leur apprendre voilà, les meilleures pratiques alimentaires. Donc ce sera géré par l'association porteuse de projets, avec vraiment une dimension, une vocation pédagogique assez forte, sans être un projet qui coûte énormément, puisqu'on est limité à 35 000 euros. Et le dernier projet, donc pour couvrir cette vingtaine de projets dont je vous parlais, ce sera un projet tout arrondissement qui concernera le déploiement de systèmes d'éclairage intelligent, comme on a pu le faire il y a quelques années. C'était un projet budget participatif de 2018, je crois, et qu'on a installé aux abords de la mairie et notamment aux abords de l'église Saint-Lambert. Donc c'est un éclairage qui se met en marche automatiquement lorsqu'il y a du passage. Ça permet, il y a 3 avantages. D'abord, c'est un enjeu de sécurité quand on se balade dans ces rues-là, quand il fait nuit noire, ça permet d'être sûr qu'il y a un éclairage qui s'active quand on passe dans la rue. Ça permet aussi des économies d'énergie, ce qui n'est pas négligeable dans la nouvelle contrainte qui s'impose à nous, puisque c'est des systèmes de LED notamment qui consomment moins. Et puis c'est un avantage sur la biodiversité, puisque la pollution lumineuse est moins forte, à la fois pour nous, je dirais, mais aussi pour les insectes. Alors c'est jamais populaire de parler d'insectes, mais ça fait partie intégrante de la biodiversité en milieu urbain, et donc c'est important aussi de ce point de vue-là, ce type d'éclairage. Donc ça, c'est la vingtaine de projets qui seront soumis au vote. Je vous rappelle les dates, hein, c'est du 5 au 24 septembre prochain. Donc, comme je vous le disais, hein, pour nous, c'est cette enveloppe-là de 7 200 000 euros à peu près, elle est encore une fois très importante compte tenu de notre capacité d'investissement. Donc c'est important voilà, de vous mobiliser pour les projets que vous trouvez d'intérêt dans ceux qui vous seront proposés. Et voilà, on compte sur vous avec le maire pour vous mobiliser pleinement en cette période de vote qui approche à la rentrée. Voilà ce que je pouvais vous dire. Si vous avez des questions, vous êtes évidemment les bienvenus. Oui, merci pour ces présentations, ces projets. Alors la date limite est évidemment dépassée pour déposer ces projets, mais il n'apparaît pas les porteurs, les porteurs de projets, ceux qui ont suggéré ces projets. Ou est-ce les recalés des années précédentes qu'on représente? Comment ça se passe en fait concrètement? Par exemple, on voit certains projets concernent une partie du 15e en particulier, enfin qui est plus mis en évidence dans ces projets. Est-ce que c'est lié à l'initiative de plus d'assos qui proposent des projets qui sont plus actifs sur ce territoire, qui finalement réussissent à gagner la mise, si j'ose dire, hein, de ces projets? Comment ça se passe, quoi? Voilà. Parce qu'on arrive là, le budget global était de, je ne sais plus, mais si on additionne tout ça, on arrive à, le budget est complètement est atteint avec l'ensemble de ces projets, c'est ça, non? Alors, donc, pour répondre au dernier point, les budgets, enfin les différents projets proposés sont au-delà de l'enveloppe des 7,2 millions. C'est pour ça qu'il y a la phase de vote. C'est pour ça qu'il y a la phase de vote pour écrémer. L'idée, c'est qu'évidemment, ensuite, en fonction du classement, on redescendra jusqu'à ce que l'enveloppe soit atteinte. Concernant évidemment les porteurs de projets, alors on les a pas mis ici parce que de toute façon, ils seront présentés avec la profession de foi qui accompagne les projets au moment du vote. S'il y a un projet en particulier qui vous intéresse, je peux vous donner le porteur de projet. Mais il y a chaque année, alors parfois on a des porteurs de projets qui ont déposé un projet l'année précédente qui n'a pas été retenu, qui le redépose, et si donc il est toujours recevable, eh bien il est traité en commission. C'est le cas notamment, il me semble, du projet donc vous voyez le projet ici d'équipement du CDL Bransion d'un espace numérique qui avait été proposé au vote l'année dernière et non retenu. Là, il a été redéposé. Donc il est tout à fait possible, si vous voulez, et c'est d'ailleurs parfois un moyen assez efficace d'avoir son projet retenu. Il y a beaucoup de projets, même des projets d'envergure, qui ont été rejetés, qui n'ont pas été soutenus par les habitants une première fois, une deuxième fois, et qui, au bout de la troisième fois, remportent le suffrage, on va dire,
des riverains. Donc ensuite, c'est aussi en fonction évidemment des associations qui certaines se mobilisent plus que d'autres. Il y a des conseils de quartier qui ont déposé des projets, d'autres non. Donc c'est aussi pour l'année prochaine, si vous avez un projet que vous souhaitez déposer, c'est évidemment quelque chose qui est plus que bienvenu. Donc ce serait bien effectivement qu'on soit porteur de projet, voilà, absolument, conseil de quartier, parce qu'il n'y en a pas du conseil de quartier qui émane du conseil quartier. Et chaque année, on a 3 types de porteurs de projet. On a soit les riverains, soit les associations, soit les conseils de quartier. Donc l'année prochaine, vous pouvez déjà en ligne proposer un projet, puisque la liste, elle s'arrête en février 2025, mais vous pouvez déjà déposer quelque chose. Donc voilà, vous avez le temps de faire maturer quelque chose entre vous et de le déposer dans les semaines, les mois qui viennent. Oui, je voulais savoir, par rapport au budget, enfin aux projets qui ont été votés, qui ont eu des sommes, des budgets alloués. Là, nous, sur le 48 rue Bargue, qui est tellement en proie à la délinquance, à la violence, au deal, etc., l'association des locataires sous l'égide de Mina Issaoui et Madame Lamontagne, à une époque, a porté, et du conseil de quartier. En 2017, de 2017 à 2019, a remporté, donc il y a eu 3 fois le même projet qui a été déposé et qui a remporté donc 5 500 000 € sur donc 3 ans. Voilà, pour réhabiliter le quartier Bargue, sachant que notre immeuble, on nous suspend la sécurisation de l'immeuble au réaménagement du quartier Bargue. C'est Paris Habitat, notre bailleur, qui nous dit « attendez la réhabilitation du quartier ». Donc voilà, ces 5 500 000, on voit que la réhabilitation du quartier, elle concerne 2 îlots. L'îlot Bargue, qui est au niveau du 47 rue de la Procession et du Conservatoire. Et il y a aussi l'îlot Procession sur lequel il y a notre immeuble. Donc les travaux ont commencé au 47 rue Bargue avec le Conservatoire. On voulait être sûr que, comme on voit qu'il n'y a aucun projet qui est encore prévu pour nous, on voulait savoir, est-ce que vous avez des retours ? On sait qu'il y a plusieurs entités qui ont du mal à s'entendre, à savoir le ministère de l'Éducation nationale, l'OFI, Paris Habitat et la Ville de Paris, pour la place Kandinsky, pour la gestion des parkings, où il y a plusieurs propriétaires. Du coup, on voudrait savoir, on voudrait être sûr... En fait, on voudrait savoir si l'argent est déposé quelque part, tellement ça traîne en longueur. Est-ce que tout ne va pas partir dans la réhabilitation de l'îlot Bargue et qu'après on va nous dire il n'y a plus d'argent pour l'îlot Procession, voilà, et puis pourquoi ça traîne autant, voilà. Alors l'argent il n'est pas déposé en fait. L'argent c'est un engagement de dépenses en fait de la ville de Paris. Donc une fois qu'un projet est voté, ensuite il y a un vote au Conseil de Paris qui sanctuarise quelque part la mise en ligne budgétaire donc par la ville, et tant que les travaux ne sont pas engagés, l'argent n'est pas décaissé par la ville. Ce n'est pas comme s'il était bloqué quelque part en particulier. Après, sur le détail des travaux qui sont engagés... Non, mais c'était un petit peu ce qu'on s'était déjà dit. C'est vrai que, et c'est ce que le monsieur le maire explique aussi quand on parle de ces 2 îlots-là, c'est vrai que ce qui est difficile, et je comprends à quel point la frustration et l'attente est longue, et on l'entend bien, et c'est vrai que malheureusement la seule réponse qu'on a pour le moment, c'est ils ne commenceront pas l'îlot Procession tant que l'îlot Bargue n'est pas fini. Mais pour autant, c'était ce qu'on s'était dit aussi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de type, une fois qu'ils auront terminé Bargue, il n'y aura plus d'argent et on ne fera pas Procession. C'est pas ça la question là. D'accord ? L'engagement est que ce sont les 2 îlots qui vont être traités. Pour l'instant, c'est l'îlot Bargue qui est traité, l'îlot Procession suivra. D'accord. Ouais, le problème, c'est qu'on attend et que vraiment, nous, on subit les nuisances au quotidien. Nos sous-sols sont vraiment une zone de non-droit, totalement, avec des sachets de drogue, toutes les portes sont défoncées, etc. Je le rappelle. Je sais que ça embête certaines personnes, mais je tiens à le rappeler mais vous faites bien de le redire. Et voilà, et vous savez aussi à quel point et le commissariat et la mairie sont mobilisés sur ces questions-là. Il n'y a pas longtemps... Il y a quand même des descentes qui sont faites, il y a du travail qui est fait.
Donc ça avance petit à petit. Je sais que ce n'est pas suffisant par rapport aux nuisances que vous subissez, mais il n'y a pas rien qui est fait. Il y a des choses de faites. Mais ça n'empêche vraiment pas les jeunes d'agir, les squatteurs de se brancher sur notre électricité, etc., etc. Avec des chauffages allumés à fond en plein hiver pendant des jours. Et quand on découvre ça, bon voilà, c'est nous qui payons les charges, à moins de faire des réclamations. Madame. Merci. Alors, pour rebondir sur les problèmes d'insécurité et de la sinistrose qu'on peut rencontrer autour du 48 Bargues, nous avons appris il y a 8 jours que Fort-Ranim fermait les portes. Les professeurs nous ont prévenus, nous ont fait signer un courrier destiné à Monsieur le maire. Nous n'aurons plus d'association culturelle au pied de la tour, qui recevait il y a 7 ou 8 ans entre 600 et 700 adhérents. Il y en a à peine la moitié. Donc Fort-Ranim ne tient plus la route. C'est plus possible de venir travailler, tout simplement parce que tous les ans, au moment du Forum des sports et des associations, il y a des inscriptions. Quand les personnes viennent pour concrétiser l'inscription, ils sont obligés de rentrer entre une haie de loulous avec leur shoot et leur chien, les excréments qui sont par terre, la crasse, les rats qui descendent les escaliers depuis la terrasse au garde à vous. C'est très agréable. Le plus grave, c'est qu'il n'y ait plus l'association culturelle dans notre quartier qui attirait beaucoup de seniors. Alors, que vont-ils faire, ces seniors ? Effectivement, c'était aussi la question que vous vouliez poser, Christian. Oui, bien sûr. Donc, alors, en ce qui concerne Fort-Ranim, effectivement, il y a une fin de bail qui a été annoncée pour on va dire la fin de l'été à peu près en termes de timing. Moi, les informations que j'ai, c'est que donc il y a des pourparlers entre Paris Habitat et le directeur de Fort-Ranim, que Paris Habitat a fait au moins une proposition de relogement d'un nouveau local pour continuer les activités. Que pour le moment, il n'y a pas vraiment d'accord qui a été trouvé entre le directeur de Fort-Ranim et Paris Habitat. Voilà, la discussion n'est pas rompue. C'est les dernières infos qu'on a aussi de notre côté. Voilà, on espère qu'une solution va être trouvée entre Paris Habitat et Fort-Ranim, parce qu'effectivement, ça concerne énormément de personnes et de familles qui profitaient des activités culturelles et de la richesse que ces professeurs apportaient dans le quartier. Alors, les conditions financières n'étaient pas acceptables pour Fort-Ranim, qui est une association qui fonctionne elle-même en autarcie. Parce que c'est les adhérents qui font vivre l'association. Il faut payer les professeurs, il faut payer les locaux, il faut payer le chauffage. Ça fait beaucoup de charges. Ça fait beaucoup de charges, oui. Mais en tout cas, voilà, les pourparlers ne sont pas terminés. Donc, voilà. Mais par contre, effectivement, sur l'offre culturelle, effectivement, j'entends bien. C'est aussi dans cette idée-là qu'il pourrait y avoir un travail qui va être fait par le futur centre social. Alors justement, à ce sujet-là, donc, Fort-Ranim occupait des locaux collectifs résidentiels. Donc, les locaux collectifs résidentiels, ce sont des locaux à destination des locataires d'un immeuble HLM, afin qu'ils s'organisent pour faire de l'entraide, du lien social. Ils pourraient, par exemple, avoir une salle d'entraide administrative, de soutien scolaire, de cours de langue. Il pourrait y avoir un atelier de réparation, il pourrait y avoir une cuisine avec un salon de thé attenant, des jeux de société, évidemment à destination uniquement des habitants de l'immeuble. Donc depuis 30 ans, finalement, les locataires ont été privés de ce lieu-là. Donc maintenant que vous m'apprenez que finalement Fort-Ranim part, nous, on a tous les locataires qui sont au courant de ce centre social et qui m'ont tous dit, donc je rappelle que je suis présidente de l'association des locataires, la plupart sont contre l'implantation du centre social en pensant que ça va rajouter de la nuisance dans notre immeuble. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. En fait, il y a un moment. Alors, il y a deux choses par rapport à ce que vous dites là. La première, c'est qu'il ne faut pas oublier que Paris Habitat est propriétaire de ces locaux. Voilà. Donc, pour le coup,
Paris Habitat qui est bien le propriétaire. Et d'autre part, dans ce centre social, l'idée, c'est de faire toutes ces activités culturelles. C'est de proposer, rappelez-vous, hein, il y a certes une partie accompagnement, mais il y a aussi et surtout co-construire avec ce futur centre les activités culturelles qui manquent et qui vont manquer dans le quartier. Donc, en fait, ça ne va pas être juste... je veux dire, ce centre social, ce n'est pas un centre d'accueil et d'accompagnement de personnes en difficulté. C'est aussi un centre de vie du quartier. En fait, contrairement à ce que vous dites, les locaux collectifs résidentiels sont juridiquement destinés aux locataires. C'est inscrit dans la loi et ça n'appartient pas plus à Paris Habitat qu'aux locataires, aux citoyens, surtout ceux quand c'est inscrit dans la loi. Mais donc voilà, il y a ce problème. Donc il y a une pétition qui se fait. À ce jour, il y a 125 signatures sur 160 logements. La pétition n'a pas fini de... Voilà. Puis on ira... où il faut aller, voilà, puisque ce centre social est refusé par la plupart des locataires, donc 125 signatures. Et des activités peuvent très bien avoir lieu, mais effectivement, uniquement destinées aux locataires de l'immeuble. Oui, je partage tout à fait ce qu'a dit Madame, puisque je suis moi-même représentante des associations de locataires. En effet, les locaux communs résidentiels sont destinés aux locataires et ils ne doivent pas être loués. Donc c'est un abus de Paris Habitat de louer les locaux communs résidentiels. Et tout ça se fait au détriment des locataires du site. Voilà. Car effectivement, selon les locataires présents dans l'immeuble il y a 30 ans, et il y a même 50 ans, puisque à la création de l'immeuble, il y a 30 ans, quand Foranim est arrivé, apparemment, moi c'est ce que des locataires m'ont dit, Foranim est arrivé en disant qu'il allait exploiter les lieux. Donc en fait, à l'époque, Foranim gérait cet espace commun pour les locataires. Et ça a été le bazar, et donc Foranim a privatisé l'espace. Donc un espace a été privatisé alors qu'il est destiné aux locataires. Et à ce jour, je tiens à vous le dire, à part Madame peut-être ici présente, il n'y a aucun locataire qui soit adhérent de Foranim. Et Foranim, en 30 ans, n'a jamais daigné proposer un tarif préférentiel aux locataires de l'immeuble dans lequel il occupe. Voilà. On aura certainement l'occasion d'en reparler à l'avenir, parce que c'est vrai que là, on a un petit peu dévié du sujet de ce soir, mais j'entends tout à fait, hein, bien sûr, tout ce que vous dites. Oui, merci. Foranim, en effet, excusez-moi parce que j'ai quand même travaillé 15 ans à Foranim, n'appliquait pas les tarifs préférentiels parce qu'il n'en avait pas les moyens, parce que ça ne peut passer que par un service social. Donc Foranim n'avait pas de subsiste pour pouvoir accorder. Par contre, Foranim a fait très souvent des concerts. Il y en a encore 2 prévus d'ici le 31 juin. 30 juin, étant bénévole à Foranim, préparant tous les locaux, préparant les petits buffets pour que lorsque les locataires daignent descendre. Oui, voilà quelqu'un qui est descendu. Il y a peut-être une autre personne, mais ce sont des concerts gratuits, ce sont des soirées gratuites. Hein, j'ai fait des tonnes de crêpes, j'ai fait des tonnes de petits fours. Ça s'est partagé entre les 3-4 personnes qui avaient daigné bouger, qui n'appartenaient pas en effet aux 48 bars. Les locataires ne veulent pas mettre les pieds au rez-de-chaussée. Le besoin des locataires est d'avoir de l'entraide administrative et d'avoir un atelier de réparation, de pouvoir faire du jardinage sur ces terrasses, excusez-moi, mesdames, etc. On a répondu, merci beaucoup. Pas d'avoir des concerts. Oui, c'est pas sur Foranim. Oui, je suis désolé, mais sur Foranim, simplement, je suis... Par rapport aux usagers du quartier, ils habitent peut-être pas l'immeuble immédiat, encore que, il faut les voir. Mais on pouvait, depuis 30 ans, et ça concerne, je connais beaucoup de gens, on pouvait chanter aussi bien la Traviata que du Brassens, on pouvait faire du yoga, du stretching, on pouvait peindre également ou apprendre le piano, et ça concerne des dizaines, des centaines de personnes, souvent effectivement peut-être plutôt seniors, et les professeurs, et pas forcément, pas forcément, et les professeurs ont été informés il y a quelques jours simplement qu'ils devaient informer justement leurs élèves que les cours se terminaient cette saison-là. C'est une
pour les usagers, c'est un problème. Où vont-ils aller maintenant? Christian, ce que je propose, c'est qu'on le mette au oui. sujet, parce que du coup, on s'est totalement égaré. Oui. On était dans le budget Voilà. participatif. On peut le mettre sur le sujet si ça intéresse du monde d'un prochain conseil. Simplement, c'est une alerte, quoi. C'est depuis 3 jours que je le sais. Et on m'a demandé d'intervenir ce soir, voilà, d'informer sur le fait que Foranim, association qui est implantée durablement, qui est représentée ici au sein de ce conseil de quartier, normalement, qu'on ne voit pas depuis le début de l'année, hein, mais qui est normalement présente, et est une force vive du quartier qui disparaît dans 15 jours. Voilà, c'est une information importante quand même. Non, bien sûr. Merci. Oui, simplement 3 remarques. Évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'être terriblement choqué de voir qu'au budget participatif, il y a l'accessibilité du square Saint-Lambert. Mais ce n'est pas nouveau, puisque déjà en 2019, le Conseil local handicap du 15e le mettait déjà dans le budget participatif. Alors qu'on comprend bien que ça devrait être automatique, ça ne devrait pas être dans un budget participatif. Ceci dit, ça peut faire avancer les choses, bien sûr, comme il est aussi d'embellir votre quartier pour un carrefour Croix-Niver à Bégrout. Mais OK, si ça avance. L'autre chose, c'était concernant le budget participatif, la fontaine. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait une fontaine qui était prévue à 200 000 €. Est-ce que l'on en sait un peu plus? Est-ce que c'est juste une fontaine? Et elle est où? Et est-ce que ça comprend les brumisateurs, les ombrières? Et est-ce qu'elle est prévue dans Suzanne Lenglen, où il n'y a pas une seule fontaine, à part près des vestiaires ou dans le terrain athlétique au milieu? Et la troisième, concernant aussi le budget participatif, lors de la commission ad hoc du 31 mai, vous avez parlé d'un projet, le 1611 exactement, sur la rue Péclet. Mais en fait, ce n'est pas la rue Péclet, c'est la placette. D'ailleurs, vous précisez après, c'est juste la placette qui se trouve derrière le tribunal d'instance. Et pour la végétalisation. Et en fait, il y a déjà des arbres actuellement qui sont reliés et on peut mettre très bien de la végétation. C'est pas, le problème était soit on met des jardinières hors sol ou si on le mettait en pleine terre. Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance parce que les gens, ce qui les intéresse, c'est la rue Péclet en elle-même. C'est cette espèce d'aire de stationnement, de parking. C'est là où il faudrait faire quelque chose et le redonner effectivement en espace public. Soit mettre une domove, c'est-à-dire un conteneur qui servirait aux enfants après l'école ou ce qui serait une alternative au square, évidemment. Merci Donc, Madame Mathieu. Est-ce que tu peux peut-être lui répondre? Oui, bien sûr. Sur le premier point, je vais vous faire la même réponse que je vous ai déjà faite hier sur le même point, hein, n'est-ce pas? C'est qu'avec le maire, on est du même avis que vous. C'est-à-dire que c'est pas normal que le budget participatif serve à financer les accès PMR, de même qu'il n'est pas normal que ça serve à financer l'équipement des écoles aux normes du plan climat, de même que ça permette de financer la mise aux normes des stades. Normalement, ça devrait être du budget, je dirais, courant de la ville de Paris, d'entretenir notamment, et je pense que c'est priorité, ces écoles pour les écoliers parisiens. Bon, malheureusement, on a une divergence politique assez forte avec la ville là-dessus, donc c'est ce que vous avez dit, vous avez repris d'ailleurs ce que je vous ai dit hier, c'est pour l'instant, je dirais, un moindre mal que de pouvoir le financer au moins avec le budget participatif. C'est mieux de le financer comme ça que de ne pas le voir financer du tout en ce qui concerne l'accès PMR. Mais c'est vrai qu'on demande à chaque fois à ce que ce soit pris en compte plutôt sur des budgets communs de la ville de Paris que sur du budget participatif qui, à l'origine, était fait plutôt pour financer des projets un petit peu innovants. Vous voyez, comme on a pu le faire avec le macadam insonorisant dans d'autres quartiers ou l'éclairage intelligent dont je parlais tout à l'heure, qui étaient vraiment des innovations du 15e arrondissement. D'ailleurs, l'éclairage intelligent, la ville a essayé de nous empêcher de le mettre au programme cette année parce qu'elle a dit c'est tellement innovant qu'on voudrait le faire dans d'autres quartiers. Mais donc avec le maire, évidemment, on s'est opposé. On a dit mais on n'a pas de raison de priver le 15e puisque c'est en plus une idée qui vient de chez nous. Donc on l'a imposé au programme. Donc ça, c'était sur le premier point. Votre deuxième point, c'est sur les fontaines, je crois. Une fontaine sur l'île aux Cygnes. Voilà, ce qui a été déposé par le porteur de projet. Encore une fois, c'est les idées des porteurs de projet qui, quand ils sont recevables,
on les garde, hein, on porte pas de jugement sur je dirais, c'est un choix, voilà, qui a été un porteur de projet qui l'a déposé. S'il est recevable, on le garde. Et votre troisième point, c'était sur sur le PCLE. Mais là aussi, on a alors vous êtes peut-être pas d'accord avec le projet qui a été déposé par le porteur de projet en question, mais on a considéré, je sais pas si vous voulez, mais on a considéré que de toute façon, comme le projet est recevable modulo quelques spécificités techniques dont on a discuté pendant la commission avec les services de la DEV, à partir du moment où il y a un porteur de projet qui a une idée recevable et pertinente, on le garde au programme avec le maire. On considère quand même qu'il y a un problème de végétalisation à cet endroit-là, et c'est pour ça qu'on veut le développer et qu'on l'a gardé pour le soumettre au vote. Oui, mais là, il n'était pas dans votre tableau, justement. Il n'a pas été indiqué, c'est pour ça. Donc je pense que c'est parce qu'il y avait un problème, il devait être couplé avec l'autre, la place Cardinal Lamette, et qu'il y avait un problème, il fallait demander à l'école. Parce que là, dans votre liste, il n'y est pas. Donc est-ce qu'il est tombé, est-ce qu'il va revenir, est-ce que c'était ça? Ceci dit, ça n'a pas une grande importance, hein. C'était plus la rue Péclet. Mais peut-être qu'on l'a fusionné, je vais regarder dans mes notes, on l'a peut-être regroupé avec un autre projet. Cardinal Lamette, oui, la place Cardinal Lamette. Non, mais bien. Rien à voir avec. Bah, si, vous avez regroupé les deux, enfin d'après la commission. Donc là, j'ai 1613. Oui, voilà, on l'a regroupé, j'ai sous les yeux là. Oui, on l'a regroupé. Oui. Oui, oui, effectivement, il y a peut-être. Il y a un oubli, peut-être. Oui, et donc voilà, donc il y a un projet en plus qui est regroupé, donc qui concerne la végétalisation à Cardinal Lamette et rue Péclet. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mathieu. J'avais une petite question. Luino. J'avais une petite question. Dans un des projets, il y a l'implantation de poubelles biodéchets. Je voulais savoir la différence entre ça, poubelle biodéchets, et un composteur. Vous connaissez la réponse technique parce que je ne la connais pas. C'est pas tout à fait pareil. Je crois avoir compris, moi, que... Pardon, excusez-moi, je prends la parole. Mais, voilà, et j'ai récupéré, parce qu'on peut récupérer, hein, du coup, la poubelle au service technique de la voirie à côté là, du marché convention. Là. J'y suis allé. Alors, on peut tout mettre dans tout ce qui est organique, hein, c'est-à-dire tout ce qui est déchets de la cuisine, hein, bien sûr, et y compris les eaux, les sachets de thé, même, etc. Pourquoi ? Parce qu'à 95%, on s'en sert pour faire du méthane. Hein, et voilà, et du méthane pour faire circuler les véhicules de la mairie de Paris, hein, uniquement, hein, voilà. Et ce qui est différent du compost, qui est plus sélectif. Hein, voilà. Super. Merci beaucoup, beaucoup, Christian. Compris, hein. Okay. Merci beaucoup. Je vous propose de passer au troisième sujet. Oui. Prenez le micro, madame, comme ça, comme c'est filmé. Pardon. Je croyais que les bacs à sable allaient être supprimés. Alors on supprime un certain nombre, mais pas tous. Parce qu'il y a les chats qui vont dedans, etc. Oui, on en supprime un certain nombre, c'est vrai. Et les autres alors ? Vous allez les recouvrir le soir ? Comment ça se passe ? Alors écoutez, j'ai pas la précision technique. Mon collègue qui s'occupe des parcs et jardins n'est pas présent, mais on pourra demander. Non, parce que les chats vont dedans et les gamins... oui, on connaît le problème. Ils ont des problèmes de peau, quoi. Alors, je pensais qu'ils allaient être supprimés. D'ailleurs, c'était ce qu'on disait il y a 20 ans. Pas tous. On en garde quelques-uns dans le 15e. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous propose donc de passer au retour sur la marche exploratoire qu'on a fait le 18 mai. Donc c'est Yves Lejean qui va nous le présenter. C'était une marche exploratrice sur exploratoire, pardon. Ouais. Il va tout vous expliquer, vous allez voir. Vous aurez plein de questions, j'en suis sûr. Vous savez, à la dernière réunion publique, vous vous rappelez, on avait beaucoup travaillé on avait pas mal avancé avec M. Berroir sur la question de la végétalisation dans le quartier et avait émergé l'idée, pourquoi pas, de faire une marche exploratoire pour aller voir les lieux du quartier
où cette végétalisation serait possible. Où est-ce qu'il y a déjà beaucoup, et c'est déjà très sympa, parce que finalement, en se promenant dans le quartier, on a vu qu'il y avait des espaces qui étaient déjà bien arborés. Et par contre, à d'autres endroits, il y a certainement de la place pour pouvoir faire plus de végétalisation. Donc on a regardé ça, et en même temps, on en a profité aussi pour regarder s'il était possible dans le quartier d'installer un nouveau trilib, puisqu'on avait aussi discuté avec la direction de la propreté de l'éventuelle implantation d'un nouveau trilib. D'accord ? Donc voilà, on a fait une petite marche exploratoire avec certains conseillers de quartier, et là on va vous faire la restitution de cette marche. Merci beaucoup. Alors, déjà juste pour resituer, vous le connaissez bien normalement, mais c'est le périmètre de notre conseil, donc le quartier qui a parfois un peu des limites un peu curieuses, parce que la rue Falguière, il n'y a qu'un seul côté par exemple, comme la rue de la Procession, parce que c'est l'autre quartier au nord qui prend les autres côtés. Donc on a essayé de faire un tour qui couvrait à peu près l'ensemble des zones de ce quartier. Et notre objectif, comme le disait Louise Agathe, c'était d'essayer d'identifier des emplacements pour un nouveau trilib. Donc les trilibs, aujourd'hui, c'est ces boîtes que vous avez par exemple rue d'Alleray, où il y a 2 bacs de collecte pour les cartons, un bac de verre et un dernier bac qui est un bac technique qui n'est pas vraiment utilisé. L'objectif, c'était que ce bac soit remplacé par un bac de collecte des déchets de cuisine comme de biodéchets pour pouvoir collecter les déchets alimentaires spécifiquement. Et je crois que les travaux de remplacement des 4e bacs sont plutôt autour de l'été, donc c'est pas exactement quand les nôtres seront remplacés, mais ça devrait arriver. Donc l'idée c'est d'avoir un autre trilib dans notre quartier, et de même peut-être un autre bac, comme on en a déjà 2 place Falguière, pour collecter les déchets de la cuisine. Ben non, justement, c'était l'objet d'identifier. Donc, on va vous montrer un peu les idées qu'on a eues. Et puis, évidemment, la végétalisation également pour tous les endroits où ça pourrait être possible, sachant que, bon, là, la petite image qui est mise, c'est en face du commissariat rue du Vaugirard. Ça représente des budgets un peu plus conséquents. Donc, si on veut être aussi ambitieux, il faudra probablement proposer des projets au prochain budget participatif. Mais ça n'empêche pas peut-être d'avoir comme on l'avait vu dans le précédent conseil de quartier, d'essayer de mobiliser la DEV, les services de la ville pour la partie espace vert, pour peut-être avoir des installations plus temporaires, pour dans un premier temps avoir même des bacs qui seraient posés à ces endroits-là pour déjà prendre marque après, avant d'envisager de la pleine terre. Donc on a écumé le quartier sur le chemin qui est mis en bleu pour vous situer à peu près les endroits où on est passé. Et à chaque fois, il y a 3 zones, 3 types d'emplacements qui paraissent assez facilement utilisables. Il y a quelques endroits où les stationnements ont déjà été neutralisés dans le quartier depuis longtemps pour des questions de vigipirate. Donc ça concerne notamment les abords des écoles ou de bâtiments officiels sur lesquels il est déjà interdit de stationner. Et donc là, c'est assez facile d'utiliser ces espaces-là pour mettre autre chose. Après, comme c'est vigipirate, les bacs ne sont pas forcément opportuns à cet endroit-là, parce que le but du jeu, c'est pas de pouvoir déposer quelque chose devant. Donc, mais au moins pour la végétalisation, c'est pratique. Il y a également des stationnements en épi. Donc ça, c'est un peu des vestiges d'une autre époque où on avait du stationnement en veux-tu, en voilà partout. Là, l'objectif, c'est peut-être de pouvoir transformer ces stationnements en épi en s'en passant totalement ou en repassant en stationnement longitudinal pour libérer une partie de l'espace pour implanter d'autres types de matériel ou d'espaces verts, enfin de plantation. Et puis le dernier point, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait quand même quelques trottoirs un peu plus généreux dans l'arrondissement. Donc on a à certaines intersections, l'espace sur le trottoir est propice également, notamment pour ce qui est du plus petit bac de collecte de déchets de la cuisine. On pourrait imaginer l'implanter à ce type d'endroit. Donc pour lister, alors on va pas forcément, j'ai pas les photos de tous les espaces, parce que je pense pas que je suis connecté, mais en gros on a des emplacements qui ont été notés rue de la Procession. La rue de la Procession, c'est au niveau de stationnement en épi qui sont le long des grands immeubles en dessous du carrefour. Et puis encore plus bas, au niveau du square Necker, il y a encore du stationnement en épi de l'autre côté, au niveau du square, où on peut avoir des espaces qui sont utilisables. Au 16 rue de Sainte-Félicité, c'est plus vers les locaux de la Poste, au croisement avec la rue des Favorites, sur lesquels on a là encore un petit espace avec des stationnements en épi. Et puis pour les bacs de collecte de déchets alimentaires, alors on a l'angle Quintini Favorite, où on a un peu plus d'espace sur le trottoir, où on pourrait imaginer poser un bac. Alors c'est pas inintéressant, parce que c'est un peu plus vers les trajets vers la rue de Vaugirard, sur lesquels, si vous êtes en route pour le métro, vous pouvez déposer vos déchets en route pour vous en débarrasser.
Et puis, toujours les mêmes espaces que ceux qu'on avait situés au-dessus, qui, s'ils passent pour un tri libre, peuvent aussi évidemment passer pour 1 ou 2 bacs de collecte plus petits. Dans l'autre sens, voilà. Et alors, pour la végétalisation, là, on a quand même beaucoup d'opportunités. Donc, c'est pas l'espace qui manque sur la chaussée. On voit qu'on a comme sur la photo, là, c'est la rue de la Quintigny, où on a beaucoup d'espaces de stationnement en épi qui pourraient être utilisés pour végétaliser. Et cette rue en aurait assez besoin, même s'il y a encore 1 ou 2 arbres dans la partie privative des copropriétés. Et on a identifié d'autres espaces du même type. Alors, rue Castagnari, c'est aussi un espace qui est une petite zone de stationnement en épi au niveau des locaux techniques d'EDF qui pourrait être utilisé. Il y a la 89 rue d'Aleret et le 66 rue de la Procession. Alors ça, c'est vraiment de part et d'autre de l'école maternelle qui est sur l'angle à la place Falguière, où il y a des stationnements Vigipirate des 2 côtés. Alors il y a déjà de la végétalisation, notamment rue de la Procession, mais ça n'empêche pas d'en ajouter encore un peu plus. Et puis côté rue d'Aleret, sur cette partie-là, il y en a moins. Il y en a un peu plus vers la place d'Aleret, mais vers la place Falguière, il y en a moins. Donc on pourrait en avoir à cet endroit-là. Le 25 rue Labrousse, c'est, je pense, les anciens locaux de Pôle emploi, sur lesquels il y avait aussi des stationnements Vigipirate. Donc là, il y a plein de places pour mettre de la végétalisation. S'il n'y a pas trop de choses en dessous sous la chaussée, on peut imaginer peut-être faire de la pleine terre à terme. Et pareil, rue Ivard, c'est au croisement à l'endroit où la rue d'Aleret bifurque. Il y a également des stationnements en épi à cet endroit et une opportunité de végétaliser. Et puis pour finir, c'est toujours pareil, du stationnement en épi rue de la Bégrou, au niveau d'un immeuble qui a été refait et qui accueille, je crois, un certain nombre d'équipes du Figaro, sur lesquelles on pourrait aussi imaginer mettre de la végétation. Voilà en fait pour les endroits qui ont été identifiés. Donc je pense que l'objectif, c'est de pouvoir revenir vers les services concernés, notamment donc la DEF pour la partie espace à végétaliser et puis les services de la propreté pour ce qui est des bacs. On avait des portes ouvertes lors du dernier conseil de quartier dont on va essayer de profiter pour pousser l'implantation de ces nouveaux équipements. On était quoi, une dizaine ? Alors, en fait, ce sont des conseillers de quartier qui ont participé à cette marche exploratoire. Et encore une fois, je veux bien vous le redire, hein. Là, on ne vous donne pas une liste de lieux fixes, définitifs, où ce sera fait. C'est nous, en tant que conseillers de quartier, habitants du quartier, on est allé voir où il serait possible de le faire pour faire des propositions ensuite au service de voir la faisabilité de tout ça. D'accord ? Donc là, vraiment, ce qu'on vous montre, c'est le rendu de quand on a fait tout ce parcours. Et encore un très, très grand merci, Yves, pour tout ce travail, parce que vraiment, vous y avez énormément contribué. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment d'aller voir les endroits où, par exemple, il n'y a rien et donc on peut végétaliser. Et au contraire, tous les espaces, comme vous le disiez Yves, où on a beaucoup de stationnement en épi. On sait que le stationnement en épi est appelé quand même à disparaître. Et à la place, on va avoir suffisamment d'espace pour mettre un petit peu de végétalisation. Donc voilà, mais vraiment encore une fois, ce que je veux bien vous redire ce soir, c'est voilà, il n'y a rien de fixé, on y travaille. Et voilà, et justement... on voulait vous le représenter ce soir dans la mesure où on en avait discuté. Voilà, c'est la suite. Vous montrer tous les espaces qu'on a pu trouver et finalement on y a passé quoi ? 1 heure, 1 heure et quart, 2 heures ? Ah ouais. Donc voilà, mais vous voyez que finalement de l'espace pour végétaliser, pour rendre notre ville un peu plus verte, un peu plus respirable, il y en a. Et maintenant l'idée c'est de faire toutes ces propositions au service et de voir la faisabilité. Est-ce que vous aviez des réactions par rapport à ça ? Ou Christian, vous vouliez réagir ? Oui, simplement végétalisation, est-ce que ça veut dire également, éventuellement pour le piéton, éventuellement de pouvoir s'asseoir et donc d'envisager l'implantation d'un banc ? Je ne sais pas, voilà. Alors, sur l'implantation des bancs, c'est un sujet très touchy, le banc, parce que quand il n'y en a pas, on a envie qu'il y en ait.
pour pouvoir se poser. Mais quand il y en a un en bas de chez vous et que ça crée des nuisances avec des gens qui viennent, qui mangent, qui laissent les déchets par terre, qui mettent de la musique, tout à coup, le banc est beaucoup moins agréable. Donc, en fait, en soi, nous, on ne met jamais un veto absolu sur l'installation ou l'implantation de nouveaux bancs, mais il faut bien y réfléchir, bien voir où il est situé par rapport aux fenêtres, par rapport aux habitants. Voilà, l'implantation d'un banc, c'est sûr que ce n'est pas ce qui va coûter, on va dire, le plus cher, mais néanmoins, c'est un coût. Donc, c'est vrai qu'au moment où on décide d'implanter le banc, il faut quand même être à peu près sûr de se dire on ne l'enlève pas dans un mois. Voilà. Donc l'implantation des bancs, ça peut tout à fait en faire partie. C'est vrai que par exemple, quand on travaille sur Vécu, le fait de créer des zones de rencontre, des zones où les gens peuvent venir se poser, profiter, notamment il y a pas mal d'endroits qui forment des petites placettes avec un ou deux arbres et où on se dit ça pourrait être sympa d'avoir un banc à cet endroit-là, c'est vrai. Mais il faut bien réfléchir à l'implantation du banc et aux nuisances que ça peut créer, que ça peut générer autour. Oui. Est-ce qu'on peut donner un micro ? Oui, je suis désolée, mais je n'avais pas pu participer à la marche exploratoire, j'étais absente. Et les absents ont toujours tort, je sais. Je suis désolée, mais par contre, je vois que la rue Léon Delhomme ne fait pas partie des rues végétalisées, j'en avais parlé, qui est une rue très très large, qui mériterait, il n'y a pas un arbre. Et vraiment, l'été, c'est pénible. Alors, qu'en est-il et pourquoi elle n'est pas dans la liste ? On s'y est arrêté. On est passé par la rue, on est passé devant la rue Léon Delhomme. On l'a bien observé. C'est vrai que c'est une rue qui est large et qui pourrait bénéficier à la fois d'un stationnement et d'une bande plantée, pourquoi pas. Mais tout à fait. Mais vous avez raison de nous le dire. On va le rajouter à la liste, bien sûr. Et c'est vrai que je l'avais noté déjà la dernière fois. Vous avez raison. Et il y a eu des marches exploratoires aussi du côté de le courbe Croix-Niver pour la plantation d'un arbre. Est-ce que c'est regroupé avec les autres marches exploratoires ? Alors, en fait, Madame Lergilière, là, comme on est sur le conseil de quartier Alray-Procession, on traite vraiment des rues du quartier, d'accord ? On fait pas trop par rapport à d'autres quartiers comme commerce ou autres. On fait vraiment par rapport à notre quartier Alray-Procession. Merci. Et après, c'est regroupé, d'accord. Merci. En fait, moi, je voulais juste terminer sur quelque chose de positif, parce que hier, je suis allée au jardin Lambert, où je ne vais pas souvent, parce que ce n'est pas vraiment mon quartier. Moi, c'est Georges. Et j'ai trouvé ça super, cette plantation qu'il y a eu entre le restaurant et puis l'entrée du jardin côté pompe funèbre, là, enfin côté magasin funèbre, je ne sais pas comment s'appelle cette rue, qui au départ je me disais oh là là, et maintenant ça commence vraiment à être bien végétalisé, bien haut et tout. Et en plus, à l'entrée du jardin de ce côté-là, j'ai découvert un jardin partagé qui est vraiment très très bien entretenu en plus, ce qui n'est pas vraiment le cas de ce Paul Barremel. Je trouve que quand on regarde, c'est un peu le foutoir, mais là-bas c'est impeccable, c'est vraiment super. Donc en tout cas, voilà, c'est super. Ouais, c'est vrai que Léon Séché, c'est pas pareil, c'est pas exactement le secteur, mais par contre là où je vous rejoins, c'est que c'est vrai que pendant longtemps, quand on a vu la rue Léon Séché, on se disait oh là là quel drame, c'est tout moche, ça fait tout à l'abandon, et finalement ça prend forme petit à petit. Donc, mais merci beaucoup pour ce retour. Pardon, il faut laisser le temps au temps. La végétalisation, elle ne pousse pas en 5 minutes. Je voulais revenir sur les bacs à compost qui sont sur la place Falguière. Je ne sais pas si certaines personnes qui ont des difficultés pour marcher essayent de s'en servir. Pour ouvrir le bac, il faut appuyer sur une pédale. Pour ça, il faut monter une jambe. Quand vous avez 3 jambes, vous êtes obligé d'en monter une juste sous votre menton, c'est pas évident. Soulever le couvercle à la main, c'est quasiment impossible, c'est très dur. Donc ça n'est pas pratique pour des gens, excusez-moi, PMR. Non, mais bien sûr, je vais le noter, je vais faire remonter l'information, c'est important. Je pense que c'est pas spécial à ce quartier-là, tous doivent être faits sur la même formule. Et Paris est une ville vieillissante. Et les pieds d'arbres qui ont été mis en végétalisation avec un très bel entourage, j'ai constaté qu'il y en a eu 3 demi sur la rue de la Procession. Ça fait une petite semaine qu'il y en a un qui a été végétalisé. Ça ressemble plus à rien.
Parce que les plantes ne conviennent pas pour être mis là. Déjà, depuis début janvier où ils ont été installés, ça a simplement été végétalisé cette semaine, mais c'est vraiment des crottoirs à chiens. Voilà. D'où l'intérêt. Je voulais apporter une précision. Alors, je ne sais pas, je pense qu'on parle de bacs différents, mais j'utilise, moi, Place Falguière tous les 2 jours, puis madame également, les bacs marrons pour les déchets organiques. Il n'y a pas de pédale, hein, il suffit de soulever, hein, c'est tout. Bon. Il faut une... Okay. Alors il y a peut-être un autre système à la main, mais enfin en pédale. Ça marche. Ouais, je vais quand même remonter et dire que il faut trouver un truc plus important. Moi je le fais toujours. Merci beaucoup. Les bacs à vêtements. Ah, les relais. Les relais. Non, c'est pas prévu d'enlever ça. Alors. Les bacs relais pour les vêtements, il en reste encore, c'est ça? Bon, je vais faire remonter aussi à la direction de la propreté. Je vais voir avec eux. Oui. Bon, je vais remercier Yves. Excuse-moi, pour son travail. Oui. Telja, j'ai une dernière petite question à Madame Soliman. J'ai oublié tout à l'heure de vous demander par rapport à l'éclairage public dans notre quartier, donc qui est tellement insécurisé. J'ai remarqué que vraiment c'est très sombre. Pendant le confinement, on n'avait carrément plus de lumière. Et par contre, dans d'autres quartiers, mais on a un lampadaire tous les 20 mètres. Chez nous, c'est tous les 40 mètres. Et voilà, comme c'est très insécurisé, que c'est beaucoup de bandes de jeunes qui font du trafic et voilà, qui nous font peur, qui arrivent en bande surtout. En fait, dans quelle mesure ça serait possible d'augmenter l'éclairage au niveau de la rue Bargue? Enfin, voilà, quand un immeuble est autant identifié que le nôtre comme étant insécurisé par le commissaire de police, qui nous dit que c'est le plus insécurisé quasiment du 15e, comment ça se fait que nous soyons les moins éclairés dans ce quartier? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire En fait, il faut remonter ça. Moi, je n'ai pas eu d'informations comme quoi il y a un problème d'éclairage dans la rue. En fait, l'éclairage, il y a une étude en fait qui se fait par rapport à la hauteur des bâtiments qui sont autour, par rapport à la végétalisation, etc. Et en fait, on détermine quel est le bon niveau d'éclairement. Parce que comme on a parlé tout à l'heure, il y a aussi j'entends bien que pour les humains, il faut qu'ils aient de lumière pour pouvoir circuler dans les rues. Mais pour les animaux, de plus en plus, on essaye de faire en sorte que ce soit plus sombre pour les animaux. Cela étant, dans votre rue, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Au niveau de la ville de Paris, il y a un programme qui s'appelle le plan climat. En fait, c'est de remplacer toutes les luminaires qui sont à ampoule, à décharge, et les remplacer progressivement par des LED. Et à cette occasion-là, en fait, ils réutilisent en fait l'éclairement de la rue. Et ils déterminent quel est le bon niveau. Ils ont en fait la possibilité de pouvoir avoir plus ou moins de puissance selon la rue, selon la circulation, selon le fait que les trottoirs soient larges ou non, selon la vie du quartier, on va dire. Donc, je ne sais pas du tout si ça a déjà été fait ou pas dans la rue. Aucune idée. Je sais juste que quand je vais dans d'autres quartiers, je me dis, mais mince, si c'était aussi éclairé que là... Oui. Après, il faut dire aussi que s'il y a des arbres... Non, vraiment, c'est au niveau de la rue. Okay. En fait, on a des grands éclairages, mais en fait, s'ils étaient plus bas, parce que finalement, on habite tous dans des tours, donc en fait, ça gênerait pas les habitants d'avoir des éclairages plus proches du sol et plus réguliers. Oui. Mais en effectivement, fait, il y a plusieurs types d'éclairement. Il y a effectivement l'éclairement pour la chaussée, pour les véhicules, et on rajoute des éclairements pour les piétons sur les trottoirs. Et selon la largeur des trottoirs, on ajoute ou pas des éclairements supplémentaires pour les piétons. Donc effectivement, c'est un sujet, c'est quelque chose qui peut être étudié auprès du service de l'éclairage.
qui regarde s'il y a un besoin particulier dans cet endroit. Ça, c'est envisageable. Ok, merci. Oui. Tard, mais à un moment donné, l'hiver, je ne sais plus en ce moment, mais il y avait presque plus d'éclairage sur la rue du Taux, par exemple. C'était, alors je ne sais pas de quoi ça vient. Comment? Oui, c'était dû à des pannes. C'était des pannes, d'accord. Ouais, merci. C'est ça, exactement. On en avait parlé. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre présence. Merci aux conseillers. Merci Madame Soliman. Merci Monsieur Louineau. Merci Yves. Merci Louise Agathe. Bonne soirée.